Bonjour, et voici dans le troisième chapitre de l'année en histoire, médias et opinion publique dans les grandes crises politiques depuis l'affaire Dreyfus. Deux conditions apparaissent nécessaires pour les médias et l'opinion publique. D'une part, un régime et des pratiques démocratiques, et d'autre part, des conditions économiques et techniques favorables. Ces deux conditions sont remplies en France à la fin du XIXe siècle. Les médias de masse, donc la presse d'hier, le numérique d'aujourd'hui par exemple, contribuent à cristalliser les jugements et les idées en une opinion collective, soit parce qu'ils les portent et les amplifient, soit parce qu'ils tentent d'influencer les individus et les citoyens. Et donc c'est cette double relation qui va nous intéresser tout au long de ce chapitre. À partir de l'affaire Dreyfus, débutée en 1894, les médias interviennent dans les crises politiques et contribuent à forger l'opinion publique. C'est une notion essentielle de votre chapitre. Au début du XXe siècle, on estime que chaque Français lit un journal, ce qui affirme le pouvoir de la presse écrite. Pendant la période de la Belle Époque, qui précède la Première Guerre mondiale, de nombreux journaux sont créés, si bien que l'on estime à 9 millions en 1913 le nombre de journaux vendus chaque jour en France, contre seulement 3 millions en 1880. Ainsi, tout au long du XXe siècle, les médias se diversifient. Les actualités, par exemple, vont être filmées, elles vont passer à la radio, à la télévision, et les actualités vont acquérir un rôle toujours plus important, notamment lors des crises politiques. Cependant, le rôle des médias n'a été possible qu'au fur et à mesure de l'élargissement de la liberté de la presse. Alors là, je vais vous donner quelques dates, vous n'êtes pas obligé de les noter toutes, mais il faut les avoir un petit peu en tête. Donc, en 1789, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui établit la liberté d'opinion et d'expression. En 1799, vous avez Napoléon Bonaparte qui rétablit la censure et fait interdire les journaux. En 1822, vous avez le délit d'opinion qui est instauré, et donc ça fait qu'on peut punir un journal pour ses opinions. En 1830, la liberté de la presse est suspendue par Charles X. Cette interdiction conduit le journal quotidien Le National et son dirigeant Adolphe Thiers à manifester, ce qui participa au déclenchement de la Révolution de juillet 1930. De 1830 à 1848, la liberté de la presse reste assez limitée sous Louis-Philippe. Souvent, les journaux sont saisis et les journalistes sont encore arrêtés pour leur opinion. De 1851 aux années 1870, Napoléon III rétablit un contrôle strict de la presse, les journalistes sont limités. Et à partir de 1881, la liberté de la presse est rétablie sous la Troisième République, mais la diffamation et l'injure publique restent condamnables. Donc tout ça, ça vous montre déjà qu'il y a une multiplication des journaux, que ces journaux ont des tendances politiques qui s'affirment, et surtout que le contrôle de la presse est un élément clé depuis au moins un siècle en France, et que la liberté de la presse est soumise à des tensions. Donc nous, on va étudier 5 moments critiques de crise politique et de crise des médias. La première, ça va être l'affaire Dreyfus. Ensuite, on va voir la crise du 6 février 1934, puis la défaite de 1940, pour ensuite étudier le 13 mai 1958 et évidemment mai 1968. Nous allons donc voir quel rôle les médias et l'opinion publique ont dans les crises politiques et dans quelle mesure l'État cherche à agir sur les médias ainsi que sur l'opinion publique. Dans votre document 1, page 132, donc vous avez une revue qui est plutôt de gauche. Ce document permet de mettre en valeur le règne de la presse écrite à la fin du XIXe siècle. En effet, le nombre de titres, de tirages, l'importance du lectorat sont sans commune mesure avec l'époque actuelle. Pendant l'affaire Dreyfus, la presse est la seule source d'information des Français. Et ce dessin, ici, est publié quelques jours après le J'accuse de Zola, qui est représenté d'ailleurs au premier plan. Alors que vous voyez sur l'autre document permet de mettre en valeur la domination de la télévision au début du XXIe siècle, au détriment de la presse papier qui a vu son lectorat diminuer considérablement, même s'il reste une forme de lectorat numérique. Ce document permet de montrer que c'est à travers ce média, à savoir la télévision,
que l'immense majorité des Français a été tenue informée des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, vécu comme une crise de la démocratie. Et ce document nous montre également l'importance des sondages, puisque, enfin on va le réétudier, mais le 21 avril, on a une stupeur dans l'opinion publique liée à l'accès au deuxième tour de la présidentielle de M. Le Pen. La comparaison de ces deux documents nous montre qu'il y a une différence de support médiatique, mais également une différence d'intérêt d'opinion et d'enjeu de l'opinion publique, notamment avec l'histoire des sondages sur le choc du 21 avril. En effet, pendant un demi-siècle, de 1880 à 1940, la presse écrite a été le support privilégié du débat politique et le vecteur des idées qui forgent la vox populi. Trois raisons expliquent le succès des journaux. D'abord, il existe un cadre législatif très libéral, les délits de presse. Ce sont des délits qui sont assez peu réprimés, suivant la loi de 1881. D'autre part, les crises politiques et même la censure du temps de guerre n'entament que partiellement cette liberté de ton qui perdure jusqu'en 1940. Ensuite, les lois scolaires des républicains favorisent le développement d'un lectorat massif et populaire. Enfin, les conditions techniques et économiques, notamment les réseaux de diffusion, permettent la production de quotidiens bon marché, en effet de 5 à 20 centimes de francs à l'époque. Et vers 1914, le tirage total frôle les 10 millions d'exemplaires, ce qui est peu négligeable. L'opinion publique est une notion clé de votre chapitre. Elle est définie page 134 de votre manuel comme l'ensemble des sentiments et jugements partagés par une société, mais c'est une notion très complexe à construire. Définir l'opinion publique n'est en effet pas une chose aisée, surtout pour les historiens qui s'aventurent sur un terrain déjà parcouru par des philosophes ou des sociologues. La tâche est d'autant plus complexe que pour exister, la vox populi doit se manifester dans un espace public qui lui aussi est difficile à saisir. Si l'opinion publique a besoin d'être médiatisée, elle ne se réduit pas aux médias qui la portent, et donc ça c'est très important à comprendre. La confusion actuelle entre sondage et opinion publique témoigne de cette tendance réductrice de l'opinion publique au sondage. Une des manières de sortir de cette difficulté est de recourir à l'histoire. Donc sans remonter trop loin, il est utile de rappeler que cette notion prend forme avec les Lumières. En effet, elle est liée à l'idée de la raison critique. Donc les philosophes définissent un modèle idéal où un public éclairé par les gazettes, les livres, les controverses, les débats, fait entendre sa voix, critique le pouvoir et lui demande des comptes pour améliorer son fonctionnement. En retour, les gouvernants s'efforcent de convaincre et de persuader l'opinion du bien fondé de leurs actions. Et donc ce système vertueux, selon les Lumières, suppose que le débat politique soit réservé à un corps social éduqué et raisonnable, capable de tenir à distance la rumeur, les opinions communes et la pression de la rue. Bon, ça c'est dans l'idéal. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la pratique du suffrage universel et l'affirmation d'une culture républicaine modifient les enjeux politiques et renouvellent la relation entre gouvernants et gouvernés. En effet, dans une démocratie, l'opinion publique devient un enjeu politique, et c'est de sa conquête et son contrôle que dépendent le sort des urnes et l'exercice du pouvoir. Bon, ça c'est une chose. Mais si cette presse informe, elle façonne aussi l'opinion publique par le biais de représentations, parfois caricaturales, des réalités. Donc par exemple, on va avoir des propagandes coloniales, on va avoir de la germanophobie, ou alors on va avoir de l'anglophobie, ou tout ce que vous pouvez trouver actuellement dans notre presse d'opinion. Les décideurs politiques prennent conscience du poids de la presse populaire au XIXe siècle et sont tentés de les utiliser, voire de les contrôler. Et donc c'est un phénomène qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui.